Le regret ne l'a pas frappé quand elle est tombée. Il ne l'a pas frappé quand les sirènes d'ambulance ont coupé à travers la lourde pluie de Boston. Il l'a frappé quand il a trouvé la note qu'elle a cachée dans sa poche seconde avant qu'elle ne meure. Declan O, l'homme qui possédait la moitié de la ville, pensait que sa femme était juste dramatique. Il pensait qu'elle le harcelait à propos de rentrer à la maison tôt. Il la regarda dans les yeux et lui dit d'arrêter de ruiner sa nuit. 5 minutes plus tard, elle était partie. Mais la vérité sur sa mort briserait son empire et prouverait que la personne à côté de laquelle il a dormi pendant 10 ans était une complète étrangère. Ceci n'est pas juste une histoire d'amour, c'est une confession. Les lustres en cristal de l'hôtel Fairmont Copley Plaza ne scintillaient pas pour Declan. Il fulminait. La salle de bal était étouffante de chaleur, sentant les lisses chères, le canard rôti et l'ambition désespérée de l'élite politique de Boston. Declan ajusta les poignettes de son costume de bronze, ses yeux balayant la pièce comme un prédateur dans un zoo haut de gamme. À 38 ans, Declan était le roi incontesté de la pègre de Nouvelle-Angleterre. Bien que les registres fiscaux le listassent comme consultant en logistique pour Orshipping, se racle la gorge, il n'était pas ici pour le gala de charité. Il était ici pour conclure un accord avec les Albanais qui sécuriserait les routes maritimes terrifiantes de lucratives à travers le port de Newark. Declan, la voix était douce, à peine audible sur le tintement des couverts et le quatuor à cordes de Juan Vivaldi. C'était Gloria. Il ne regarda pas en bas vers elle. Il garda ses yeux fixés sur un homme chauve à travers la pièce. Victor Costa. Passe maintenant, Gloria. Declan, s'il te plaît, elle chuchota. Sa main, habituellement stable, saisit son biceps avec une force qui le surprit. Nous devons partir. Quelque chose se sent mal. Declan finalement jeta un coup d'œil à sa femme. Gloria Orr était un chef-d'œuvre de l'esthétique du vieil argent. Elle portait une robe émeraude longue jusqu'au sol qui accentuait sa peau pâle et ses cheveux foncés. Elle était le trophée qu'il avait gagné il y a 10 ans, la fille d'un magnat de machines lourdes en faillite. Elle était belle, silencieuse et habituellement obéissante. Ce soir, cependant, elle était pâle, des perles de sueur à sa racine des cheveux. « Tu m'embarrasses », Declan murmura, un sourire plaqué sur son visage pour le bénéfice du sénateur les regardant. Mais son ton était de la glace pure. « Coster marche sur en 5 minutes. Garde-le ensemble. » Mon cœur, elle haleta, serrant sa poitrine. Il palpite. « Declan, je ne peux pas respirer bien. » Declan soupira, une expiration forte à travers son nez. Il avait traité avec ses crises d'anxiété avant. Elles arrivaient toujours quand il avait des affaires à s'occuper. C'était sa façon de le contrôler, de tirer la laisse. « Va à la salle d'eau », il siffla, décollant ses doigts de son bras, « éclabousse de l'eau froide sur ton visage et arrange ton rouge à lèvres. »« Non, tu ne comprends pas. Arrête de ruiner ma nuit », Declan claqua. Les mots étaient plus forts qu'il n'avait voulu. Quelques têtes de la table proche se tournèrent. Declan sentit la chaleur monter dans son cou. Il la fulmina, ses yeux bleus s'assombrissant. « Je suis fermant un accord qui sécurisera cette famille pour 3 générations. Va t'asseoir ou va à la voiture. Juste sors de ma vue jusqu'à ce que tu puisses agir comme la femme du noble de mafia. » Gloria le regarda. L'expression sur son visage n'était pas la peur et ce n'était pas la colère. C'était une profonde, dévastatrice tristesse. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour dire une dernière chose, mais elle l'a avalée. « D'accord », elle chuchota. « D'accord, Declan. » Elle se tourna et s'éloigna, sa robe émeraude traînant derrière elle comme de l'eau sombre. Declan la regarda partir, sentant une piqûre d'irritation mélangée à une étrange froideur soudaine dans ses entrailles. Il la secouait. Il attrapa un verre de champagne d'un serveur passant et alluma son charme alors que Victor Costa approchait. « Monsieur O », Costa gronda, son accent épais. « Votre femme, elle part. » Mal de tête, Declan mentit doucement. « Les femmes, vous savez comment c'est en effet.
Costa entrechoqua son verre contre celui de Declan. Au futur, au futur, Declan prit d'une gorgée. Le champagne avait le goût d'acide. 3 minutes plus tard, le cri déchira la salle de bal. Ce n'était pas un halètement poli, c'était un hurlement guttural d'horreur de la direction du grand escalier. Le quatuor à cordes s'arrêta brusquement. La pièce tomba dans un silence terrifiant, suivi par le son de verre brisé. Declan laissa tomber sa boisson. Il ne savait pas pourquoi, mais ses jambes bougeaient avant que son cerveau ne rattrape. Il poussa devant le sénateur, renversa un serveur et sprinta vers le foyer. Une foule avait formé un cercle. Donnez-lui de l'air. Appelez le 911. Declan laboura à travers les corps vêtus de smoking. Bougez, bougez ou je vous tuerai tous. Il pénétra au centre du cercle. Gloria était allongée sur le sol de marbre. Ses yeux étaient grands ouverts, se racle la gorge, regardant dans l'air le plafond fresqué, mais il ne voyait rien. Sa peau prenait déjà une terrifiante teinte de gris. Une mince ligne de mousse coulait du coin de sa bouche. Gloria. Declan tomba à genoux, glissant sur la pierre polie. Il attrapa ses épaules. Elles étaient molles, Gloria. « Hé, regarde-moi !» Silence. Gloria. Il la secoua plus fort cette fois. Sa tête se laissa retomber en arrière, heurtant le sol avec un bruit sourd écœurant. Un homme en smoking, Dr. Holloway, un chirurgien cardiaque que Declan connaissait du club, vérifiait déjà un pouls. Il leva les yeux vers Declan, son visage pâle. « Declan, » Holloway dit, sa voix tremblante. « Elle est partie. Répare-la, » Declan grogna, attrapant le docteur par les revers. « Commence le CPR. Fais-le maintenant. »« Il n'y a pas de pouls, » dit Declan. Ses voies respiratoires sont fermées. Il ressemble à l'anaphylaxie. « Où j'ai dit répare-la. » Declan hurla, le son résonnant des hauts plafonds comme un animal blessé. Il commença les compressions thoraciques lui-même. 1, 2, 3. Il poussa jusqu'à ce qu'il sente les côtes craquer. « Y allez, Gloria, n'ose pas. Ne se racle la gorge, tu n'osais pas me faire ça, arrête de ruiner ma nuit. » Les mots se rejoignant dans sa tête, une boucle de torture. « Arrête de ruiner ma nuit, monsieur. » Un garde de sécurité mit une main sur son épaule. Declan se retourna brusquement, tirant le Sigur P229 de sa ceinture. La foule haleta et recula en désordre. « Ne me touchez pas. Obtenez une ambulance. »« Ils sont ici, patron. » Son garde du corps, Kieran, dit doucement, s'avançant devant le pistolet. Kieran poussa doucement le canon vers le bas. « Les paramédicaux sont juste ici. Laissez-les travailler. » Declan s'effondra en arrière sur ses talons, regardant les paramédicaux essaimer sa femme. Ils l'intubèrent. Ils poussèrent de l'épinéphrine. Ils choquèrent son cœur. La ligne sur le moniteur portable resta plate. Il était 21h42. Il y a 10 minutes, il lui avait demandé de partir. Il y a 5 minutes, il l'avait renvoyée. Maintenant, elle était un cadavre sur le sol du Fairmont. Alors qu'il la chargeait sur la civière, Declan vit quelque chose scintiller sur le sol où elle était tombée. C'était sa pochette. Elle s'était renversée ouverte. Rouge à lèvres, un miroir compact et un petit morceau plié de papier à lettres d'hôtel. Engourdi, Declan tendit la main et ramassa le papier. Il le déplia. Ce n'était pas une note de suicide. Ce n'était pas une liste d'épicerie. C'était une liste de noms. Et tout en haut, écrit dans son écriture cursive élégante, était le nom Victor Costa. À côté se trouvait 1h, 21h45. Elle savait. Elle savait que quelque chose allait arriver à 21h45. Elle avait essayé de le faire sortir. Declan leva les yeux à travers le hall chaotique près de la sortie. Victor Costa regardait. Il ne regardait pas le corps. Il regardait Declan et pour une fraction de seconde, le Russe audacieux sourit. La pluie à l'extérieur de l'hôpital Massachusetts-Glorel était torrentielle, lavant la ville de Boston dans une boue grise et misérable. À l'intérieur de la salle d'attente privée au dernier étage, l'air était stérile et froid.
Declan s'assit dans une chaise en plastique, son costume à 5000 dehors taché du vomi et de la saleté du sol de l'hôtel. Il n'avait pas parlé depuis 3 heures. Kieran, son frère en tout sauf le sang et son second en commandement, se tenait près de la porte. Il était au téléphone, aboyant, se racle la gorge des ordres aux soldats dans la rue. Verrouiller l'extrémité sud. Personne ne bouge le produit. Personne ne parle aux Russes. Si Coste respire mal, je veux savoir. Kieran raccrocha et s'approcha. Declan, les flics sont en bas. Le détective Miller veut une déclaration. Dis à Miller d'aller en enfer, Declan dit, sa voix sonnant comme si elle venait d'une pièce distincte. Où est le médecin légiste? Dr. Horace est en train de finir maintenant. Declan, tu dois te préparer. Si c'était un coup, c'était un coup, Kieran. Declan leva les yeux, ses yeux injectés de sang et cerclés d'une obscurité qui terrifia son locataire gauche. Elle n'avait pas de maladie cardiaque. Elle faisait du yoga 5 fois par semaine. Elle mangeait bio. Elle avait 32 ans. La porte s'ouvrit en grand. Dr. Harris, le médecin légiste en chef, une femme que Declan avait payée 3 fois dans le passé pour faire disparaître les problèmes, entra. Elle tenait un presse-papier et elle semblait cliqueter. « Monsieur Orr, elle dit, gardant une distance de sécurité. « Dis-moi, Declan commanda. »« Ce n'était pas une crise cardiaque, Horace dit doucement. Ce n'était pas non plus une réaction allergique à la nourriture. Qu'est-ce que c'était? »« Tétrodotoxine, Harris dit. Poison de poisson globe hautement concentré, mais modifié. Il était mélangé avec un agent cutané. » Declan fronça les sourcils. Cutané comme touché. Oui, il est entré par la peau. Il agit en quelques minutes. Paralysie du diaphragme suivie d'un arrêt cardiaque. Harris tourna une page. Nous avons trouvé des résidus sur sa main droite, spécifiquement sur sa paume. Declan ferma les yeux. Il rejoua le moment dans la salle de bal. Elle avait attrapé son bras. « Declan, s'il te plaît. A-t-elle touché quelqu'un? » Kieran demanda. « Elle m'a touché. » Declan chuchota. Il regarda sa veste de costume. « Elle a attrapé mon bras. » « Attends. » Kieran s'avança. Si elle l'avait sur sa main, pourquoi Declan n'est-il pas mort? Dr. Horus ajusta ses lunettes. C'est la partie étrange. Le poison était encapsulé dans une couche lipidique, une crème ou une huile. Il faut environ 5 minutes pour absorber dans les pores pour devenir létal. Si elle l'a appliqué ou si elle lui a été appliquée, elle avait un minuteur sur sa vie. Declan se leva. Elle ne l'a pas appliqué à elle-même. Quelqu'un l'a mis sur elle ou Harry hésita. Elle a touché quelque chose qui en était enduit. L'esprit de Declan est embaya. La pochette, le verre, là, la poignée de porte. La voiture, Declan dit. La poignée de la Maybach. Elle a ouvert sa propre porte ce soir. Le chauffeur. Où est le chauffeur? Le visage de Kieran devint pâle. Enzo, il est dehors avec la voiture. Amène-le à l'entrepôt, Declan dit, le chagrin se calcifiant instantanément en une rage si pure qu'elle ressemblait à une drogue. Et brûle la voiture. Declan, nous devons y réfléchir à fond. J'ai dit, amène-le-moi. Declan rugit, renversant la lourde table de l'hôpital. Ma femme est morte parce qu'elle a ouvert une portière de voiture destinée à moi. Ce poison était pour moi, Kieran. Elle a touché la poignée en premier. La réalisation le frappa comme un coup physique. Gloria n'était pas juste morte. Elle était morte à sa place. Mais cela n'expliquait pas la note. Declan fouilla dans sa poche et sortit le papier à lettres froissées de l'hôtel. Victor Costa, 21h45. Si le poison était sur la portière de la voiture, qu'elle l'aurait absorbé avant même qu'il n'entre dans l'hôtel. Mais elle n'est morte qu'une heure plus tard. Dr. Horace, Declan dit, sa voix dangereusement calme. Combien de temps le poison prend-il? 5 à 10 minutes maximum. Nous étions à la fête pendant 1 heure, Declan dit. Donc ce n'était pas la voiture. Alors elle a touché la source à l'intérieur de l'hôtel. Kieran raisonna. Un verre, une rambarde? Non. Declan secoua la tête. Elle a attrapé mon bras.
Elle le sentait déjà alors. Cela signifie qu'elle a été empoisonnée 5 minutes avant qu'elle ne me parle. Avec qui était-elle? Kieran demanda. Avant qu'elle ne vienne à toi, Declan essaya de se souvenir. Il s'était concentré sur Costa. Il ne l'avait pas regardé. Il l'avait négligé. Je ne sais pas, Declan admit, la culpabilité ayant le goût de la bile. Je ne regardais pas. Nous tirerons les images de sécurité, Kieran dit. Le Fairmont a des caméras partout. Fais-le. Declan se tourna pour partir. Je rentre à la maison. Maison. Declan. Ce n'est pas deux. Si quelqu'un utilise du poison, je dois aller à son bureau. Declan dit la note. Elle savait que Costa faisait un mouvement à 21h45. Elle y avait des infos. Kieran, ma femme, qui passe ses journées à faire du shopping et du jardinage, avait des infos sur un coup russe avant moi. Declan sortit de la chambre d'hôpital, son manteau flottant derrière lui. Je ne la connaissais pas, Kieran. J'ai vécu avec elle pendant une décennie, et je ne la connaissais pas du tout. Le domaine Orc à Brooklyn était une forteresse. Au mur, garde armée, terrain silencieux. Declan entra dans la chambre principale. Il sentait toujours la lavande et la vanille chère. Sa robe de soie était jetée sur le salon du chat. Son livre, une biographie historique, était sur la table de nuit avec un marque-page à mi-chemin. C'était un morceau d'une vie interrompue. Declan marcha vers sa coiffeuse. Bouteille de parfum, crème, bijoux. Il ouvrit le tiroir du haut. Rien que des élastiques à cheveux et des vitamines. Il alla au dressing, rangé de chaussures de créateur. « Où l'as-tu gardé, Gloria? » Il chuchota à la pièce vide. « Tu connaissais des noms, tu connaissais des heures. Où les as-tu écrits? » Il déchira le placard. Il tira des boîtes, déchira des poches. Rien. Il s'affala contre le mur, glissant jusqu'au sol. Il mit sa tête dans ses mains et sanglota. Un sanglot profond, déchirant qui secoua tout son corps. L'image de son visage, le suppliant de partir, brûlait derrière ses paupières. « Arrête de ruiner ma nuit. Je suis désolé. » Il s'étouffa. « Je suis si désolé. » Sa main frappa le plancher. Cela fit d'un son creux. Declan s'arrêta. Il frappa à nouveau sur le bois. Coup sourd, creux. Il essuya ses yeux et tira un couteau de poche de son costume. Il l'enfonça dans l'interstice du plancher, en bois dur sous l'étagère à chaussures, et le souleva. C'était un panneau lâche. En dessous se trouvait une petite boîte métallique noire, une boîte de sécurité. Declan la sortit. Il fallait un code. Il essaya sa date d'anniversaire. Erreur. Il essaya leur anniversaire. Erreur. Il réfléchit un instant. Il essaya la date de leur rencontre. Clic. La boîte s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Il n'y avait pas d'argent liquide. Il y avait 3 disques durs, une pile de photos et un journal relié en cuir. Declan ouvrit le journal. La première entrée était datée d'il y a 4 ans, 12 août. Declan pense qu'il a caché l'envoi aux fédéraux. Il ne l'a pas fait. J'ai payé le partenaire de l'Aging Miller pour perdre la preuve. M'a coûté 50 000 de le compte du ménage. Je l'ai listé comme rénovation de cuisine. Declan ne remarqua pas. Il ne remarque jamais. Le souffle de Declan se coupa. Il tourna la page. 4 novembre. Kieran et les crèmes le dessus. J'ai vu le registre qu'il garde dans son 2e téléphone. Il prend 5% des profits du casino. Je ne peux pas encore le dire à Declan. Cela lui briserait le cœur. Je dois le réparer moi-même. Declan se figea. Kieran, son frère. Il tourna à la dernière entrée. Daté d'aujourd'hui. Ils vont le tuer ce soir. J'ai entendu Costa au téléphone dans le salon des dames chez Saks. Il parlait russe. Il ne pensait pas que quiconque comprenait. Mais il ne sait pas. Ma grand-mère m'a appris. Ils utilisent un agent binaire. Une partie sur la poignée de main, une partie dans la boisson. Si Declan serre la main de Costa et ensuite boit le champagne, il meurt. Je dois l'arrêter. Je dois le faire sortir. Si je ne peux pas, je dois intercepter la boisson. Declan laissa tomber le journal. La poignée de main. Costa lui avait serré la main. La boisson.
Declan avait pris un verre, mais il l'avait laissé tomber quand Gloria hurla. Il réalisa avec une horreur malade, tordante, ce qui s'était passé. Gloria n'avait pas été empoisonnée par un toucher. Elle avait intercepté le poison. Il se souvint d'elle prenant une gorgée d'un verre juste avant qu'elle ne l'approche. Il pensait que c'était le sien. Mais si elle savait qu'elle avait pris le verre destiné à lui, elle le but pour prouver qu'il était empoisonné, ou pour s'en débarrasser, ou simplement parce qu'elle savait qu'il le boirait si elle ne le faisait pas. Elle n'est pas juste morte pour lui, elle s'est suicidée pour le sauver, se racle la gorge, et ses derniers mots à elle furent « Arrête de ruiner ma nuit !» Declan se leva, le chagrin était parti, à sa place était un froid besoin mécanique de violence. Il prit son téléphone et composa le seul numéro auquel il pouvait faire confiance. Pas Kieran. Le journal disait que Kieran écrémait. Il composa le numéro du chef de ses nettoyeurs, un homme nommé Silas. Éteint. Silas est interdit. Un homme nommé Vance, interdit. Il composa Rocco, son exécuteur. Rocco Declancy, sa voix dépourvue d'humanité. Prépare les garçons. Nous n'allons pas juste faire la guerre aux Russes. Qui frappons-nous, patron? Tout le monde, Declancy, et amène-moi Kieran vivant. L'entrepôt à South Boston sentait la saumure, la rouille et le vieux sang. C'était un endroit où les cris ne résonnaient pas. Ils étaient absorbés par le bois pourri et l'air humide venant du port. Declan s'assit sur une chaise pliante en métal au centre du vaste plancher vide. Sa veste de costume était enlevée, ses manches retroussées jusqu'à ses coudes. Ses mains étaient propres, mais son âme se sentait tachée d'une crasse qui ne se laverait jamais. Devant lui, attaché à une chaise en bois avec de lourdes attaches autobloquantes, était assis Kieran. Kieran Fee avait été le meilleur ami de Declan depuis qu'ils avaient 6 ans, volant des pommes au marché du coin. Ils avaient gravi les échelons ensemble. Declan était le cerveau et le visage. Kieran était le muscle et la loyauté, ou du moins Declan l'avait pensé. Le visage de Kieran était déjà contusionné. Rocco avait fait le travail initial. Quelques coups de poing au ventre pour l'assouplir, une côte fêlée pour rendre la respiration douloureuse. Mais Kieran n'avait pas parlé. Il regarda juste Declan avec un mélange de confusion et de douleur. « Pourquoi suis-je ici, Dec ?» Kieran siffla, crachant du sang sur le béton. « Ma femme est à la maison, m'attendant. »« Ta femme... Jésus, Dec, Gloria vient de mourir. Nous devrions chasser les Russes, pas faire ça. » Declan ne cria pas, il ne hurla pas, il tendit simplement la main dans sa poche et sortit le journal relié en cuir. Il le jeta sur le sol mouillé aux pieds de Kieran. Kieran baissa les yeux. La reconnaissance vacilla dans ses yeux, un resserrement microscopique des pupilles avant qu'il ne le masque. « Qu'est-ce que c'est? » Kieran demanda. « C'est son journal, Declan dit, sa voix plate. 12 août, tu as écrémé 50 000. 4 novembre, tu as pris 5% des profits du casino. Tu as un registre dans ton deuxième téléphone. Veux-tu que j'appelle Rocco ici pour trouver ce téléphone, Kieran? Ou veux-tu me dire pourquoi tu me volais en souriant à mon visage? » La mâchoire de Kieran se serra. Le masque du soldat loyal s'effondra, remplacé par quelque chose de désespéré et las. « Je ne t'ai pas volé, » Kieran dit doucement. « Je te sauvais. » Declan se leva et donna un coup de pied à la chaise. Kieran et la chaise tombèrent, s'écrasant sur le béton. Kieran gémit, sa joue pressée contre le sol froid. « Mais sauvé !» Declan cria, son contrôle glissant. « Tu as acheté une maison de plage au Cap. Tu as acheté une nouvelle Porsche pour ta maîtresse. Ne me mens pas. J'ai payé le tribut. » Kieran cria en retour du sol. « J'ai payé la commission. » Declan se figea. Il fit signe à Rocco, Ahadix, qui se tenait dans l'ombre, de relever la chaise. Rocco redressa Kieran. « Quelle commission? » Declan demanda doucement. Kieran haleta pour l'air, du sang coulant de son nez. « Tu penses que tu diriges la Nouvelle-Angleterre parce que tu es intelligent? Tu penses que OR Shipping est intact parce que les fédéraux sont incompétents? » Kieran rit. Un son gargouillant humide.
Tu es intact parce que nous payons une taxe, Declan. Attaques à la commission à New York. Les 5 familles, ils voulaient s'étendre à Boston il y a 3 ans. Ils allaient t'éliminer. Declan sentit la pièce tourner. Je n'ai jamais payé New York un sou. Non, Kieran dit. Tu n'as pas. Je l'ai fait. J'ai écrémé l'argent pour les payer afin que tu puisses continuer à jouer au roi sans savoir que tu étais un vassal. J'ai pris le coup à ton ego pour que tu n'aies pas à t'incliner devant eux. Declan le regarda fixement. Cela avait du sens. Les traités de paix inexplicables. Les fédéraux reculants. Et Gloria? Declan demanda, sa voix tremblante. Savait-elle? Kieran détourna le regard. Une étrange ombre passa sur son visage. Gloria, elle savait tout. Declan, elle t'avait avant moi. Elle a écrit que tu écrémais, Declan dit. Elle n'a pas écrit sur un tribut. Parce qu'elle ne me faisait pas confiance, Kieran dit amèrement. Elle pensait que je gardais l'argent. Elle m'a confronté l'année dernière. Elle a tenu un pistolet sur ma tête dans sa cuisine pendant qu'elle faisait du risotto. Peux-tu imaginer ça? Ta douce femme de bal de charité a mis un Glock sur ma tempe et m'a dit que si jamais je te volais encore, elle m'enterrerait sous les rosiers. L'esprit de Declan revint à Gloria, la façon dont elle écouterait tranquillement ses appels d'affaires en arrangeant des fleurs, la façon dont elle masserait doucement ses épaules quand il était stressé. Elle a tenu un pistolet sur sa tête. Je lui ai dit que je payais la commission. Kieran continua. Elle ne m'a pas cru. Ou peut-être qu'elle l'a fait et elle s'en fichait juste. Elle m'a dit de m'en occuper. Elle a dit, Kieran avala difficilement. Elle a dit que Declan devait rester le roi. S'il découvre qu'il est une marionnette, cela le brisera. Declan sentit une larme glisser sur sa joue. Ce n'était pas de la tristesse. C'était d'une réalisation perçante de sa propre insuffisance. Sa femme et son meilleur ami avaient géré son empire derrière son dos pour protéger son ego fragile. Mais ce soir, Declan s'approcha. Les Ross Costa, savais-tu pour le poison? Kieran leva les yeux, ses yeux clairs et terrifiants d'honnêteté. Non, je jure sur la tombe de ma mère, Declan. Je m'occupe de l'argent. Je ne m'occupe pas des Russes. Costa est un chien sauvage. S'il t'a frappé, il l'a fait de lui-même. Gloria savait, Declan chuchota. Elle a laissé une note. Elle savait que Costa allait me tuer à 21h45. Alors elle avait des sources que je n'ai pas. Kieran dit, Declan, écoute-moi. Ta femme ne te protégeait pas juste. Elle était opérant à un niveau que nous ne comprenons même pas. Quand je lui ai montré les demandes de la commission, elle a ri. Elle a dit, je m'occuperai de New York. Et 2 semaines plus tard, la demande de la taxe diminua de moitié. Declan arpentait la pièce. Comment? Comment a-t-elle fait ça? Je ne sais pas. Kieran pleura. Elle était la fille d'un gars de machine en faillite. Elle n'aurait pas dû savoir tout ça. Mais elle l'a fait. Elle était terrifiante, Dec. Declan arrêta de marcher. Il regarda Kieran. Il le crut. Se racle la gorge. Il crut que Kieran écrémait l'argent pour payer la taxe. Il crut que Kieran l'aimait. Mais Kieran avait gardé des secrets. Et dans le monde de Declan, les secrets étaient fatals. Tu aurais dû me le dire, Declan dit doucement. Je te protégeais. Non, Declan dit, tu me gérais. Vous l'étiez tous les deux. Declan marcha vers la table et prit son pistolet. Il vérifia la chambre. Dec, les yeux de Kieran s'écarquillèrent. Dec, ne fais pas. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons frapper Costa ensemble. Je ne peux pas te faire confiance, Kieran, Declan dit, sa voix vide d'émotion. Tu m'as laissé entrer dans une pièce avec un assassin russe parce que tu étais trop occupé à équilibrer les comptes pour New York. Si tu m'avais parlé des menaces, j'aurais été prêt. Gloria serait vivante. Ce n'est pas juste, Kieran hurla. Rien n'est juste, Declan dit. Il leva le pistolet. Attends, les disques durs! Kieran hurla, se débattant contre les liens dans sa boîte.
As-tu vérifié les clés de chiffrement? Declan s'arrêta. Quoi? Elle m'a demandé des clés de chiffrement il y a 2 mois. Kieran bégaya vite. De niveau militaire supérieur. Elle a dit qu'elle stockait de l'assurance. Si elle est morte, Declan, quoi que ce soit sur ses disques est la seule chose qui compte. C'est pas juste de l'argent, c'est un levier. C'est pourquoi Costa l'a tué. Declan abaissa légèrement le pistolet. Pourquoi Costa la tuerait-il pour un levier? Peut-être qu'il ne voulait pas te tuer, Kieran allaita. Peut-être que le poison était pour elle. Declan se figea. La note disait Victor Costa, 21h45. Le poison était sur la poignée de main. Mais si Gloria savait pour le poison, pourquoi l'a-t-elle intercepté? Pourquoi n'a-t-elle pas juste dit à la sécurité? Pourquoi n'a-t-elle pas dit à Declan d'arrêter? Parce qu'elle devait mourir. La pensée était folle, impossible, mais elle se logea dans le cerveau de Declan comme une écharde. « Tu as raison, » Declan dit. « Les disques, laisse-moi t'aider à les craquer. » Kieran plaida. « Je connais les algorithmes qu'elle aimait. S'il te plaît, Dec. » Declan regarda son ami. Il vit la peur, mais il vit aussi l'utilité. Kieran était utile pour l'instant. Rocco, Declan dit, tournant le dos à Kieran. « Coupe-le. » Rocco hésita. « Patron, coupe-le. Donne-lui un ordinateur portable. S'il ne craque pas ses disques en 1 heure, mets une balle dans sa tête. » Declan sortit de l'entrepôt dans la nuit pluvieuse. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de penser. Et plus que tout, il avait besoin de voir la seule personne qui pourrait avoir les réponses. L'homme que Gloria rencontrait tous les mardis depuis 3 ans, selon son journal. Un homme nommé Père Thomas. L'église Saint-Jude dans le nord était vieille, pleine de courants d'air, et sentait la cire d'abeille et l'encens. Il était 2 heures du matin, mais les portes étaient déverrouillées. Elles étaient toujours déverrouillées pour l'argent d'Aussi. Declan descendit l'allée centrale, ses pas résonnant sur le sol en pierre. Il n'était pas un homme religieux. Il croyait à la cause et à l'effet, à la balle et à l'os. Mais Gloria avait été dévote, ou du moins elle prétendait. Il trouva le père Thomas assis dans le premier banc, regardant le crucifix. Le prêtre était un homme plus âgé, peut-être 60 ans, avec des cheveux blancs clairsemés et des mains qui semblaient avoir fait du travail manuel avant de tenir une Bible. « Je t'attendais plus tôt, Declan, » le prêtre dit sans se retourner. Declan s'arrêta 3 rangées en arrière. « Tu savais qu'elle était morte, c'est aux nouvelles. » Le père Thomas se leva et se tourna. Son visage était las. La reine de Boston morte au Fairmont. Une tragédie. « Coupe les conneries, padre. » Declan s'avança, sa main reposant près de son étui. « J'ai trouvé son journal. Elle te rencontrait tous les mardis. » Confession, mais Gloria n'avait pas de péché. Elle était une sainte. Alors de quoi parliez-vous vraiment? Le père Thomas sourit, un sourire triste, savant. Gloria avait beaucoup de péchés, Declan, mais ils étaient surtout les tiens. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle a confessé pour toi. Le prêtre marcha vers l'autel. Elle portait le poids de ta violence pour que tu puisses dormir la nuit. Mais nous n'avons pas juste prié. Le père Thomas tendit la main sous le tissu de l'autel et tira une clé, une petite clé en argent. Elle m'a dit de te donner ceci si elle mourait. Thomas dit, le tendant. Declan prit la clé. Elle était lourde. Qu'est-ce qu'elle ouvre? Numéro 44, Beacon Street, l'appartement du sous-sol. Declan fronça les sourcils. Beacon Street était l'une des adresses les plus chères de la ville. Elle louait un appartement. Elle possédait le bâtiment. Le père Thomas corrigea, à travers une société écran. Elle l'a appelée la bibliothèque. Declan saisit la clé. Qui était-elle, Thomas? Vraiment? Le prêtre regarda Declan dans les yeux. Elle était la personne qui gardait les monstres loin de la porte. Declan, tu as construit les murs, mais elle a mané la tour de guet. Et elle était fatiguée, très fatiguée. Savait-elle que Costa allait nous frapper? Elle savait que Costa venait. Thomas dit qu'elle est venue me voir hier. Elle a dit qu'elle devait faire un choix.
Un échange. Quel échange? Ta vie pour le réseau? Thomas dit cryptiquement. Elle a dit que Costa avait découvert la bibliothèque. Il allait l'exposer. L'exposer elle. Et s'il faisait ça, la commission, les fédéraux, les Russes, ils viendraient tous pour toi. Pas juste pour te tuer, mais pour démanteler tout ce que tu as construit. Elle a dit que la seule façon de fermer la boucle était de retirer le levier. Blêter le levier, Declan réalisa. Elle était l'espionne, Thomas dit. Et les espions ne peuvent pas prendre leur retraite, Declan. Ils sont juste brûlés. Declan se tourna pour partir, son cœur battant contre ses côtes. Declan, le prêtre appela. Declan s'arrêta. Elle t'aimait, Thomas dit. C'était la seule chose sur laquelle elle n'a jamais menti. Elle t'aimait assez pour devenir quelque chose qu'elle haïssait. Declan ne prit pas la Maybach. Il prit un taxi pour Beacon Hill, tirant son chapeau bas. Il ne pouvait plus faire confiance à ses propres chauffeurs. Numéro 44. Beacon Street était un hôtel particulier en grès brun, sombre et imposant. Declan utilisa la clé en argent sur la porte de service latérale. Elle s'ouvrit en un clic. Il entra dans un couloir étroit qui menait au sous-sol. L'air ici était filtré, frais et sec. Pas d'odeur de sous-sol humide. En bas des escaliers se trouvait une porte en acier avec un clavier numérique. Declan la fixa. Il n'avait pas de code. Puis il se souvint du journal, la date de leur rencontre. Il le tapa, diamant 412. La lumière devint verte, la lourde porte en acier s'ouvrit en sifflant. Declan entra et haleta. Ce n'était pas un appartement, c'était un centre de commande. Des bancs de serveurs ronronnaient contre le mur du fond. 4 grands moniteurs affichaient des flux en direct, non seulement des entrepôts Our, mais aussi du club social russe, du bureau du commissaire de police et même de l'intérieur du restaurant du chef de la mafia italienne dans le Nord. Mon Dieu, Declan chuchota. Au centre de la pièce se trouvait un grand bureau en verre, et assise derrière lui était une femme. Ce n'était pas Gloria. Elle était plus jeune, peut-être 25 ans, avec des cheveux blonds courts et hérissés, et une manche de tatouage sur son bras. Elle tapait furieusement sur un clavier. Elle ne leva pas les yeux quand Declan entra. « Tu es en retard », la femme dit. Sa voix était vive, américaine, mais avec une cadence qui suggérait qu'elle parlait d'autres langues. « Qui es-tu » Declan leva son pistolet. « Range ça, homme patron », la femme dit, finalement faisant tourner sa chaise. « Je suis Vivien. Je suis celle qui gère la technologie. Gloria était la stratège. Tu es le muscle. Nous avons beaucoup de travail à faire. » « Tu as travaillé pour ma femme? »« J'ai travaillé avec ta femme, » Vivien corrigea. « Elle m'a tiré d'un site noir de hacker en Roumanie il y a 5 ans. J'ai géré sa surveillance depuis lors. » Declan abaissa le pistolet, son esprit chancelant. « Surveillance sur qui? » « Tout le monde, » Vivien dit, gesticulant vers les écrans. « Comment penses-tu que tu as gagné le contrat du port l'année dernière? Nous avons fait chanter le sénateur. Comment penses-tu que tu as évité l'inculpation RICO en 2021? Nous avons supprimé les emails du serveur. Gloria dirigeait cette ville depuis 5 ans. Declan, tu n'étais que le visage sur l'affiche. Declan se sentit malade. Il se sentit petit, mais la colère montait à nouveau. Plus chaude cette fois. Elle est morte, Declan dit. Costa l'a tuée. Je sais, Vivien dit. Sa bravade glissa pendant une seconde, ses yeux brillants. Nous avons entendu l'audio. Elle portait un micro, Declan. Elle portait toujours un micro. Elle enregistrait. Elle transmettait, Vivien dit. Elle tapa une touche. Veux-tu l'entendre les 5 minutes avant qu'elle ne meure? Declan hocha la tête, incapable de parler. Vivien appuya sur lecture. Les haut-parleurs crépitèrent. Le son de la fête, les verres qui s'entrechoquent, la musique. Puis la voix de Gloria, claire mais étouffée. « Je suis au bar. Custer est à 3 heures. Il parle à son gros. Une pause. Il vient de donner quelque chose au serveur. Une fiole. Ça va dans le champagne. Le Ballinger millésimé, c'est le favori de Declan. Il savent. Vivien mit la lecture en pause.
Elle l'a vu. Continue à jouer. Declan râla. L'enregistrement continua. Je ne peux pas atteindre Declan à temps sans faire une scène. Si je fais une scène, Costa déclenche le plan de secours. Le tireur d'élite sur le balcon. Je vois l'éclat du laser. Si Declan part, il se fait tirer dessus. S'il reste et boit, il se fait empoisonner. Les genoux de Declan cédèrent. Il attrapa le bord du bureau. Un tireur d'élite. C'est pourquoi elle ne l'a pas juste traîné dehors. Elle était piégée. Il n'y a qu'une seule façon de nettoyer le plateau. La voix de Gloria chuchota. Je dois prendre la boisson. Si je meurs au milieu de la pièce, le chaos annule le coup. Le tireur d'élite ne tirera pas dans une panique. La sécurité essaimera. Declan survit. Une longue pause. Une respiration tremblante. Je suis désolé, Declan. Je suis si désolé. J'espère que tu trouveras le journal. J'espère que tu me pardonneras. Puis le son de sa marche, le son de sa voix demandant le verre. Clic. Vivienne arrêta l'enregistrement. La pièce était silencieuse, sauf pour le bourdonnement des serveurs. Declan se tenait là, la vérité se répandant sur lui comme de l'acide. Elle ne l'avait pas harcelé. Elle n'avait pas ruiné sa nuit. Elle avait calculé la seule probabilité mathématique où il survivait, et le coût de cette équation était sa vie. Elle avait marché vers son exécution avec un sourire sur son visage. « Elle t'a sauvé », Vivien dit doucement, « mais elle nous a aussi laissé une arme. »« Quelle arme ?» Declan demanda, sa voix sonnant comme des pierres qui grincent. « L'agent binaire ?» Vivien dit. « Le poison que Costa a utilisé. Il est rare, expérimental, fabriqué par un laboratoire privé en Suisse. Nous avons tracé le bon de commande. » Vivien afficha un document sur l'écran principal. « Il n'a pas été acheté par Costa, » Vivien dit. « Il a été acheté par Caldwell Enterprises. » Declan fronça les sourcils. « Arthur Caldwell, le magnat de l'immobilier. »« Le même, » Vivien dit. « Costa est juste un homme de main. Caldwell est celui qui veut le port. Il veut construire son casino de luxe en bord de mer et tes conteneurs d'expédition sont en chemin. Il a engagé les Russes pour te liquider. » Declan regarda l'écran. Arthur Caldwell, un homme avec qui il avait joué au golf, un homme qui avait envoyé des fleurs à la maison ce matin. Caldwell pense qu'il est intouchable. Declan dit qu'il pense qu'il est un homme d'affaires légitime. Il l'est, Vivien dit. Et pourquoi tu ne peux pas le toucher? Il est le gouverneur dans sa poche. Si tu le tues, la garde nationale roule dans Boston. Declan regarda le mur d'écran. Il regarda l'empire que sa femme avait secrètement construit. Il regarda la femme qui l'avait aidé. Gloria n'a pas construit tout cela juste pour survivre, Declan dit lentement. Elle l'a construit pour gagner. Se racle la gorge. Exactement. Vivien sourit, un sourire féroce, dangereux. Alors, patron, veux-tu pleurer ou veux-tu brûler la vie d'Arthur Caldwell, sol pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il te supplie de le tuer? Declan boutonna sa veste de costume. Il essuya les larmes de son visage. La tristesse était enfermée maintenant dans la même boîte où il gardait son cœur. Tout ce qui restait était de la guerre. Vivien Declan dit, télécharge tout ce que tu as sur Caldwell. Compte bancaire, maîtresse, email, c'est les secrets, tout. Épuise, Declan dit, marchant vers la porte. Nous allons organiser un dîner et je vais servir le champagne. La vengeance, Declan réalisa, n'était pas un plat qui se mange froid. C'était un plat qui se mangeait systématiquement, plat par plat, jusqu'à ce que la cible s'en étouffe. Pendant 3 jours, Declan ne quitta pas le centre de commande du sous-sol au Cornicott Beacon Street. Il dormit sur un lit de camp dans le coin. Il mangea des nouilles à emporter que Vivien commanda. Il devint un fantôme pour le monde extérieur. Arthur Caldwell était un pilier de la Société de Boston. Il était au conseil du Musée des Beaux-Arts. Il était le plus grand donateur à la campagne de réélection du gouverneur. Il était intouchable par la loi parce qu'il était le portefeuille de la loi. Il est surendetté, Vivien dit, pointant vers une toile complexe de comptes offshore,
affiché sur le moniteur central. Caldwell Enterprises est un château de cartes. Il a emprunté lourdement aux triades chinoises pour financer le projet de front de mer. Il leur a promis l'accès au port. C'est pourquoi il a besoin que tu sois parti. S'il ne livre pas les routes maritimes d'ici le 1er du mois, les triades le mettront en défaut et se raclent la gorge. Ils ne saisissent pas avec des avocats. Ils saisissent avec des machettes. Declan fixa l'écran, ses yeux brûlants de fatigue et de concentration. Donc il est désespéré. Il se noie, Vivien corrigea. Il a mis ses actifs personnels en garantie, son domaine, son yacht, son portefeuille boursier. Bien, Declan dit. Coupe les cordes. L'attaque commença un mardi matin. Ce n'était pas un bombardement. C'était un assassinat numérique. À 9 h du matin, un compte de dénonciateur opéré par Vivienne a divulgué 5000 emails internes de Caldwell Enterprises au Boston Globe, au New York Times et au FBI. Les emails détaillaient la corruption d'officiels d'urbanisme de la ville, des violations de sécurité qui avaient mené à la mort de 3 ouvriers du bâtiment en 2022 et, le plus accablant, des stratagèmes de blanchiment d'argent liés à des réseaux de traite d'êtres humains en Europe de l'Est. Par Dixbourg, le prix des actions de Caldwell avait chuté de 40%. À 11h30 du matin, se racle la gorge, les banques gelèrent ses lignes de crédit. Declan regarda le fil d'actualité. Les reporters essaimaient la tour de bureau de Caldwell. Phase 1 complète, Vivien dit, faisant éclater un morceau de chewing-gum. Il saigne de l'argent maintenant pour le muscle. Declan se leva et mit sa veste. Il prit le Sig Sauer. Je m'occuperai du muscle. Victor Costa se cachait en pleine vue. Il opérait depuis un club entrepôt dans le quartier de Seaport appelé le Rideau de Fer. C'était une forteresse de béton et de néon remplie de musique techno forte et d'hommes qui semblaient être sculptés dans le granit. Declan ne prit pas une armée. Il prit Kieran et Rocco, juste les 3 d'entre eux. Ils conduisirent le SUV noir juste jusqu'à la corde de velours. Le videur, un géant avec un tatouage au cou, s'avança. Fête privée, le videur grogna. Rocco ne parla pas. Il donna simplement un coup de tête à l'homme, brisant son nez, et le passa. Se racle la gorge. Ils entrèrent dans le club. C'était midi, donc l'endroit était vide, sauf pour l'équipe de nettoyage et un groupe de Russes jouant aux cartes à une table arrière. Victor Costa était là, sirotant de la vodka et regardant son téléphone avec un profond froncement de sourcils. Quand il vit Declan, il se figea. Il n'atteignit pas son pistolet. Il semblait confus. Declan Hour était supposé être en deuil, faible et terrifié. Declan s'approcha de la table. Les autres Russes se levèrent, les mains planant près de leur veste. « Asseyez-vous », Declan dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une fréquence de violence qui rendait l'air lourd. Costa agita une main. Ses hommes s'assirent. « Monsieur O. » Costa sourit, bien que cela n'atteignît pas ses yeux. « J'ai entendu parler de votre femme. Une tragédie. Mes condoléances. » Declan tira une chaise et s'assit en face de lui. « Tu étais là, Victor. J'étais à la fête. »« Oui, beaucoup de gens l'étaient. Tu m'as serré la main, Declan dit. Tu m'as regardé dans les yeux. Je suis un homme poli. » Declan se pencha en avant. « Les comptes d'Arthur Caldwell sont gelés. Les striades réclament sa dette. Il ne peut pas te payer, Victor. Quoi qu'il t'ait promis, pour le coup, le territoire, l'argent liquide, c'est parti. C'est de la vapeur. » Le sourire de Costa vacilla. Il vérifia son téléphone à nouveau. Sans doute il avait vu les nouvelles. Les affaires sont les affaires. Costa haussa les épaules. Les contrats doivent être honorés. Pas quand le client est un cadavre, Declan dit. Je ne suis pas ici pour te tuer, Victor. Pas aujourd'hui. Non. Costa rit. Tu entres dans ma maison avec 2 hommes. Tu penses que tu peux sortir? Je pense, Declan dit, que si tu vérifies de ton compte bancaire aux îles Caïmans, celui se terminant par 490, tu verras qu'il est vide.
Costa devint pâle. Il tapa furieusement sur son téléphone. Son visage prit une teinte de violet. Vivien dit bonjour. Declan chuchota. Elle l'a vidé il y a 5 minutes. 2 millions de dollars. Il est assis dans un compte de charité pour orphelins maintenant. Costa se leva, renversant sa chaise. Je te tuerai. Les Russes tirèrent leurs armes. Kieran et Rocco nivelèrent les leurs. Une impasse. Tu as 2 choix, Declan dit, restant assis. Choix A, tu me tires dessus. Mes hommes te tirent dessus. Nous mourrons tous, et Caldwell rit parce qu'il n'a pas eu à payer un sou, et choix B. Costa siffla. Tu livres un message. Declan dit, tu dis à Caldwell que je suis prêt à négocier. Dis-lui que je sais qu'il est fauché. Dis-lui que je suis prêt à acheter ses actions d'expédition pour des centimes sur le dollar pour le sauver des triades. Dis-lui de me rencontrer pour dîner ce soir. Costa le fixa, sa poitrine haletante. Il était un mercenaire. Il n'avait aucune loyauté envers Caldwell, seulement envers l'argent. Et Caldwell venait de perdre son argent. Où? Costa demanda. Le vendeur de vin au Fairmont, Declan dit, où ma femme est morte. Costa abaissa lentement son pistolet. Tu es un homme fou, Orr. Je suis un veuf, Declan dit, se levant. Nous sommes capables de tout. La cave à vin du Fairmont était une salle à manger privée profondément sous l'hôtel, entourée de bouteilles millésimées, valant plus que la plupart des maisons. Il faisait frais, faiblement éclairé et silencieux. Declan s'assit à la tête de la longue table en acajou. La pièce avait été débarrassée du personnel. À 8 watts du soir, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Arthur Caldwell entra. Il ressemblait à un homme qui avait vieilli de 10 ans en 10 heures. Son costume était froissé. Ses yeux dardaient autour de la pièce. Le flanquant était une Victor Costa et 2 des gardes de Costa. Caldwell essaya de convoquer son arrogance habituelle. « Declan, c'est inattendu. Je pensais que tu serais en deuil. »« Je le suis, » Declan dit, gesticulant vers la chaise vide à l'autre bout de la table. « Assieds-toi. » Caldwell s'assit. Costa se tenait derrière lui, les bras croisés. « Tu as eu une semaine difficile, Arthur. » Declan dit, se versant un verre d'eau. « Crack boursier, actes d'accusation, les triades te soufflant dans le cou. » Contretemps temporaire, Caldwell se moqua, bien que sa main tremblât alors qu'il tendait la main vers un petit pain. « J'ai des ressources que tu ne peux pas imaginer. »« Tu n'as rien, » Declan dit clairement. « Tes actifs sont gelés. Tes alliés politiques t'ont abandonné, se racle la gorge. Le gouverneur a publié une déclaration il y a 1 heure se distanciant de tes activités criminelles présumées. » Caldwell frappa son poing sur la table. « Coupe la poursuite, ou tu as dit que tu voulais acheter les actions. Quelle est l'offre? J'ai besoin de liquidités d'ici demain matin. Je ne suis pas ici pour acheter tes actions, Arthur. Alors pourquoi sommes-nous ici? » « Nous sommes ici pour finir le dîner, » Declan dit. Il tendit la main sous la table et sortit une bouteille. Ce n'était pas juste n'importe quelle bouteille. C'était un champagne Ballinger 2012, le même millésime servi au gala il y a 3 nuits. Les yeux de Caldwell vacillèrent vers Costa. Costa resta impassible. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, » Declan dit, débouchant la bouteille avec un doux poupe. Ma femme tenait un journal. Savais-tu cela? Elle était très détaillée. Declan versa 2 verres. Le liquide doré pétilla. Elle savait que tu avais engagé Costa. Declan continua, poussant un verre vers Caldwell. Elle savait pour le poison binaire. Elle savait que tu regardais du balcon. Caldwell avala difficilement. C'est absurde. Je suis un homme d'affaires légitime. Tu es un meurtrier, Declan dit. Et tu es un fou. Tu pensais que Mottour t'apporterait le pour. Mais tu ne savais pas que Gloria avait un dispositif de sécurité. Si je mourais, les fichiers qu'elle avait rassemblés sur toi étaient configurés pour se libérer automatiquement à chaque agence fédérale du pays. En la tuant, tu t'es en fait acheté 3 jours de liberté supplémentaires. Declan prit son verre. « Bois, Arthur.
Je ne bois pas ça, Caldwell ricana. Je sais qui tu es. Si tu ne le bois pas, Declan dit, sa voix tombant à un chuchotement. Alors la vidéo de toi rencontrant les trafiquants mineurs à Prague devient en direct. Vivienne a son doigt sur la touche entrée en ce moment. Caldwell se figea. La couleur s'écoula complètement de son visage. C'était le seul secret qu'il pensait être enterré assez profondément pour ne jamais refaire surface. Ce n'était pas juste la prison. C'était l'annihilation sociale. C'était être déchiré par des détenus dans l'heure suivant le traitement. Tu ne le ferais pas, Caldwell chuchota. Bois, Declan commanda. Caldwell regarda le champagne. Il regarda Costa. Victor fait quelque chose. Se racle la gorge. Victor Costa ne bougea pas. Mon contrat était de tuer Orr. Tu ne m'as pas payé. Et maintenant, tu n'as plus d'argent. Costa sourit. Je suis juste un observateur. Caldwell regarda en arrière vers Declan. Il était piégé. Les triades attendaient dehors pour le hacher en morceaux pour la dette. Les fédéraux attendaient pour l'arrêter. Et Declan était assis là avec le champagne. Est-ce que c'est? La voix de Caldwell trembla. Est-ce empoisonné? Declan sourit. C'était un sourire froid, mort. Gloria l'a bu pour moi. Il semble seulement juste que tu le boives pour elle. Caldwell prit le verre. Sa main trembla si mal que le liquide se répandit sur le bord. Se racle la gorge. Il réalisa que c'était la seule issue. Une mort rapide dans un hôtel de luxe versus une destruction lente, publique, agonisante. Caldwell ferma les yeux et vida le verre en une gorgée. Il claqua le verre haletante et serra sa gorge, attendant la paralysie, attendant la fin. Declan le regarda. Costa le regarda. 1 minute passa, 2 minutes, 3 minutes. Caldwell tapota sa poitrine. Il respira profondément. Il ne mourrait pas. Je ne comprends pas. Caldwell balbutia. Je suis vivant. Declan prit une gorgée de son propre champagne. Bien sûr que tu l'es. Je n'ai pas empoisonné la boisson, Arthur. Je ne suis pas toi. Caldwell laissa échapper un rire hystérique. Tu bluffant, fils de... Tu n'as pas eu le courage. Il se leva, retrouvant sa confiance. Je pars. Costa, sors-moi d'ici. Nous allons à l'aérodrome. Assieds-toi, Costa dit. Excusez-moi, Caldwell claqua. La boisson n'était pas empoisonnée, Declan dit, se penchant en arrière dans sa chaise. Mais la poignée de porte l'était. Caldwell se figea. Il regarda sa main droite, la main qu'il avait utilisée pour ouvrir la lourde porte en chaîne quand il entra. La main qu'il venait d'utiliser pour tenir le verre. Dr. Oros me l'a expliqué, Declan dit de manière conversationnelle. C'est un agent binaire. La partie 1 est un gel lipidique. Il absorbe dans la peau. Il est inoffensif seul. Il amorce le système nerveux. Declan pointa vers le verre de champagne vide. La partie 2, Declan dit, est l'alcool. Il agit comme catalyseur une fois que l'alcool atteint la circulation sanguine et se mélange avec l'agent absorbé par ta peau. Eh bien, cela prend environ 4 minutes. Caldwell regarda sa main. Une légère éruption apparaissait sur sa paume. Non, Caldwell chuchota. Gloria a intercepté le poison pour me sauver, Declan dit, ses yeux se mouillant pour la première fois. Elle a pris ma place. Mais toi, Arthur, tu es tombé dedans. Caldwell attrapa sa gorge. Il fit un son d'étouffement. Ses jambes cédèrent et il s'effondra dans sa chaise. Ses yeux exorbitèrent. Il essaya de parler, mais son diaphragme était déjà paralysé. C'est indolore, disait-il. Declan dit, se levant et marchant vers l'homme mourant. Il se pencha près de l'oreille de Caldwell. Mais j'espère qu'il se trompe. Caldwell convulsa une fois, puis s'affaissa en avant sur la table en acajou. Mort. La pièce était silencieuse. Declan regarda Costa. « Nous sommes quittes », Costa demanda, lorgnant le cadavre. « Sors-les d'ici », Declan dit. « Jette-le dans le pot, laisse les crabes l'avoir. »« Et les triades, dis-leur que la dette est payée. »
Declan dit. Par la famille Orc, je prends le contrôle de son territoire. Le port est à moi. Costa hocha la tête respectueusement. Il fit signe à ses hommes. Ils enveloppèrent Arthur Caldwell dans la nappe et le traînèrent dehors. Declan fut laissé seul dans la cave. Il versa le reste du champagne sur le sol. « Pour toi, Gloria », il chuchota. Les funérailles furent les plus grandes que Boston ait vues depuis l'ère Kennedy. Des centaines de parapluies noirs encombraient le cimetière alors que sénateurs, gangsters et dockers se tenaient épaule contre épaule. Declan se tenait près de la tombe ouverte, silencieux et stoïque. Kieran se tenait à côté de lui, loyal une fois de plus. Alors que le cercueil était abaissé, le téléphone de Declan vibra. Un texte d'un numéro inconnu. Pas de mots, juste un flux vidéo en direct. Il montra un café ensoleillé à Paris. Une femme avec de grandes lunettes de soleil abaissa son journal, regarda directement la caméra et tapota son nez. Le cœur de Declan s'arrêta. Tétrodotoxine, le poison zombie. Gloria n'était pas juste morte pour le sauver. Elle était morte pour s'échapper. Elle avait retiré le levier, détruit leurs ennemis et disparu. L'écran devint noir. Un sourire lent, sincère se répandit sur le visage de Declan. Elle était partie. Un fantôme qu'il ne pourrait jamais chasser. Mais elle était vivante. Declan, Kieran chuchota. Tu vas bien? Mieux que bien, Declan dit, plaçant une seule rose blanche sur le cercueil vide. Il se tourna vers ses hommes. La ville était à lui maintenant, mais la vraie victoire appartenait à la reine regardant de Paris. Allons-y, Declan dit. Arrête de ruiner ma nuit. Et c'est l'histoire de Declan et Gloria Orr. Une histoire qui prouve que tu ne connais jamais vraiment la personne dormant à côté de toi. Gloria était une femme qui s'est transformée en arme pour protéger l'homme qu'elle aimait, même quand il ne l'appréciait pas. Elle joua une partie d'échecs 4D pendant que tout le monde jouait aux dames, simulant sa propre mort pour démanteler un empire et sécuriser sa liberté. À la fin, Declan obtint le pouvoir, mais Gloria obtint la seule chose que l'argent ne peut pas acheter. Un nouveau départ. Si tu as apprécié cette saga mafieuse pleine de rebondissements, s'il te plaît, écrase ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oublie pas de t'abonner et de frapper l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Partage ceci avec un ami qui aime un bon thriller. Qu'est-ce que tu en penses? Gloria a-t-elle fait le bon choix, laissant Declan derrière? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je te verrai dans le prochain.